À la portion invitée, cette semaine, on est chanceux. Un homme très occupé qui se promène de bulle en bulle, qui fait un effort incroyable pour que ça continue la saison au niveau junior majeur. On n'aimait pas ça jouer contre lui. Un autre invité avec lequel Max a aimé se battre plus tôt dans sa carrière. Je me suis battu contre la moitié de nos invités. À peu près. C'est un standard. C'est la première étape. On demande est-ce que tu t'es battu avec Maxime? Puis là, on va Manon considérer. Réaume, mais c'est pas battu contre. Les autres, je sais pas. On regardera. Mais on a la chance d'avoir Louis Robitaille, l'entraîneur des Olympiques de Gatineau. Comment ça va, Louis? Hey, ça va bien, les gars, vous autres? Ça va bien, ça va bien. L'entraîneur est DG, il faut le mentionner, parce que j'ai eu la chance d'être au repêchage avec Louis, au dernier repêchage des Olympiques de Gatineau. Et j'ai vu Louis en action. Tu avais 4 choix de première ronde, Louis, à ta première année avec les Olympiques de Gatineau. Comment tu as vécu ça? Premièrement, c'est la première fois que tu étais DG d'une équipe, ton premier repêchage en tant qu'entraîneur et DG. Comment tu as vécu ça? Beaucoup de stress. Je pense que on savait pas trop à quoi s'attendre. C'est sûr que c'est le fun. On avait le choix 1 et 2, donc on contrôlait un petit peu notre destinée de ce côté-là. Mais en même temps, là, on a de rester à l'affût. C'était pas une situation habituelle où est-ce que habituellement là, dans le repêchage, on est sur le plancher. La Ligue de hockey junior majeur du Québec fait ça en grand. Là, on est toutes les équipes là, un petit peu comme la Ligue nationale. Hein, c'est que là, c'est au téléphone. On s'entend un petit peu plus comme dans le film Le Repêchage, là, où est-ce que le téléphone sonne, puis il fallait rester à l'affût. Mais en même temps, là, ça a été tellement une belle expérience, j'étais tellement bien entouré, puis on est très confiants, puis on est très satisfait du travail qui avait été fait là, durant la fin de semaine. Bien, je suis un peu curieux là-dessus parce que ça s'est jamais produit, ça, 4 choix comme ça, puis je pense pas voir ça dans aucune autre ligue, là, 4 choix de même en première ronde. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es assis et tu as juste essayé d'établir, OK, stratégiquement, comment je peux maximiser ça? Parce qu'habituellement, quand t'en as un, bien, tu y vas, OK, je prends le meilleur joueur disponible. Mais quand t'en as 4, tu peux amener toutes sortes de stratégies à ça? Oui, mais fallait être conscient un petit peu, là, comme, le choix 1 et 2, on savait où est-ce qu'on s'en allait, mais en même temps, avec le choix numéro 4, il y avait une équipe qui se plaçait entre nous deux, c'est qu'il fallait y aller côté stratégique, savoir un petit peu ce que les Sea Dogs allaient faire. Puis ça, on a eu la chance là, d'avoir nos 3 joueurs là, qui étaient répertoriés là, 1, 2, 3 sur notre liste avec Sam Savoie là, au rang numéro 4. Puis après ça, Bruno, il y a eu on était supposé de repêcher au 13e échelon, puis on avait un choix de début de 2e ronde. Puis pour nous, là, on avait vraiment établi qu'un gars comme Noah Warren à 6 et 5, avec un patin comme le sien, pourrait vraiment là, faire un joueur élite dans notre ligue. Puis c'est pas quelque chose qu'on avait, puis c'est très rare d'avoir un défenseur de cette trempe-là. Donc on s'est décidé de s'avancer. Donc, tu sais, il y avait beaucoup de stratégies en arrière de ça. On avait planifié ça la veille, où est-ce qu'on préparait divers scénarios. Puis, écoute, ça a bien tombé pour nous. Les joueurs qu'on avait ciblés, là, on a réussi à les avoir. C'était quoi tes défis, Louis, en devenant... Tu sais, entraîneur-chef, tu l'avais déjà été à Victo. Là, tu es nouvellement DG d'une équipe qui avait peut-être besoin là, de changement. Tu arrives là. Ça a été quoi tes premières choses? Parlons de culture un petit peu. C'était quoi pour toi qui était important? Qu'est-ce que tu voulais instaurer pour le futur des Olympiques? Bien, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai appelé Martin Raymond immédiatement là, quand j'ai eu le poste, puis je lui ai demandé s'il voulait se joindre à moi. Tu sais, Martin, là, tout le monde connaît ma relation que j'ai avec lui, puis tu sais, c'est un mentor pour moi, puis c'est un gars qui a vécu tellement d'épreuves, puis tu sais, il a bâti le programme de l'Université McGill, donc pour moi, là, c'est la personne toute désignée, justement, là, pour, tu sais, en anglais, ils disent « walk the line », là, tu sais, pour marcher à mes côtés, puis me supporter, puis m'amener des idées, puis me challenger. Une fois que Martin a accepté, on voulait vraiment mettre en place là, le côté académique de l'organisation. Je pense que c'est extrêmement important aujourd'hui que les jeunes aient un plan B. Comme vous savez, on était chanceux, là, on a joué, puis j'ai pas joué autant que vous dans la Ligue nationale, mais en même temps, une fois que la carrière est terminée, ça se termine, puis on est encore jeune. C'est important que les jeunes aient un maximum d'éducation. Donc, c'est vraiment là, d'instaurer là, le côté académique et de faire en sorte que nos joueurs allaient être bien encadrés de ce côté-là. Puis, tu sais, du côté hockey, ben, c'est vraiment d'aller chercher le meilleur groupe pour m'encadrer, m'entourer. Puis, tu sais, j'ai rentré des gars comme Jean-François Fortin, tu sais, Maxime Joyal, Patrick Desrosiers comme recruteur en chef qui était à la centrale, Darren Rumble, qui est un ancien joueur de la Ligue nationale, un gars qui a eu beaucoup de succès en tant qu'entraîneur-chef également des Wildcats de Moncton. Donc, c'était vraiment de donner à nos joueurs
le plus d'outils, justement, pour qu'ils puissent performer dans toutes les sphères là, du hockey junior, que ce soit tant sur la glace ou hors glace. Mais je veux savoir justement, parce que quand on parle d'entraîneur, c'est une charge de travail qui continue d'augmenter, qui a énormément augmenté dans les dernières années, surtout avec tout ce qui est le vidéo, puis la préparation, la façon de communiquer. Mais là, tu as deux chapeaux. Tu as deux chapeaux qui peuvent être très, très, très demandants. Là, avec ce que tu viens de mentionner, je comprends qu'une des clés, c'est de bien s'entourer. Mais comment tu jongles les deux? Puis est-ce que tu as une structure dans ta journée de dire, gars, j'ai tant d'heures à passer comme entraîneur, après ça, je suis directeur-gérant. Comment tu, toi, découpes ça pour pas te mêler à travers ça? Je te dirais que je ne le sais pas encore, Bruno, parce que c'est tellement une année atypique où tout est nouveau. Hein? On a beaucoup d'appels conférences concernant les environnements protégés. Les matchs, des 4 matchs en 6 soirs, des 6 matchs en 9 jours. Donc, je pense que tu y vas vraiment, là, tu y vas sur le pouls. Nous, à Gatineau, il y a une construction là, du nouveau centre Slush Poppy qui va être phénoménal là, sur l'aréna de 100 millions. On a eu l'événement là, avec le centre Robert Gartin. Donc, il y a eu plein de petits à côté là, qui a fait en sorte que le côté directeur-gérant il était très occupé. Mais tu sais, comme j'ai mentionné, le fait d'être entouré par des gars de qualité. Puis tu sais, j'ai un gars comme Raphaël Pierre Richer qui est mon entraîneur adjoint, qui est incroyable du côté vidéo, du côté préparation, du côté analytique, fait en sorte qu'il simplifie mon travail du côté coach. Tu sais, il y a beaucoup des choses qui sont faites à l'avance que je peux arriver puis jeter un coup d'œil comparativement à lorsque j'étais à Victoriaville, puis je passais énormément de temps sur l'ordinateur, justement, là, à épier nos matchs, les adversaires, tandis que là, il faut faire confiance aux gens qui nous entourent, puis je suis vraiment choyé d'avoir ces gens-là à mes côtés, là. Parlons-en de cette saison, si je peux appeler de bizarre, de misère, mais en même temps, vous jouez. Ça, c'est le côté positif. La Ligue junior majeure du Québec a décidé de jouer. Ça, c'est positif pour les jeunes juniors. Quels ont été... Parce que c'est pas tout le monde qui nous écoute aujourd'hui qui savent la réalité de comment la saison s'est passée. C'était quoi tes plus grands défis? Peux-tu expliquer un petit peu là, ce que les jeunes de 16, 17, 18, 19, 20 ans ont vécu cette année? Ben, tu sais, premièrement, là, tu l'as dit, on est chanceux. Puis je pense que la Ligue de hockey junior majeur du Québec, M. Courteau, tu sais, Pierre Leduc, Martin Lavallée, Carl Jenky, Maxime Blouin, tu sais, ils ont pas assez de crédit, je trouve, dans les médias, justement, là, pour le travail accompli, parce qu'ils ont fait un travail phénoménal de permettre à nos jeunes joueurs, justement, là, de pouvoir continuer à se développer dans des années qui sont extrêmement importantes là, pour la suite des choses. Mais tu sais, une fois qu'on a eu le hockey là, de la santé publique puis de la Ligue, de dire on y va de l'avant avec notre saison, il y a eu plusieurs embûches, Max. C'est vraiment là... tu sais, il y a beaucoup d'incertitudes. On a commencé la saison à Val-d'Or, on a joué 2 matchs à la maison. Après ça, on est tombé sur une pause d'1 mois. À travers ça, il faut garder nos jeunes engagés, nos jeunes motivés. Tu sais, on oublie souvent, là, moi j'ai 4 joueurs de 16 ans, c'est des jeunes de 16 à 20 ans qui ont une vie en dehors du hockey, ils ont une vie sociale, il faut qu'ils voient des amis, il faut qu'ils voient leur famille. Puis tu sais, prenez comme exemple les joueurs de 16 ans là, qui déménagent dans une nouvelle ville, une nouvelle organisation, une nouvelle famille de pension, puis leurs parents ne peuvent même pas descendre les voir parce que les jeunes sont en isolement préventif. Donc il y a eu beaucoup de sacrifices de ce côté-là. Puis ça, c'est dit, quand tu termines un environnement protégé, tu sais jamais quand le prochain va l'être. C'est comme des mini-tournois. Nous, on approche vraiment ça à l'interne comme des mini-séries éliminatoires, où est-ce que c'est une série 6 matchs en 9 jours, on veut avoir le plus de succès possible, mais les jeunes sont drainés mentalement et physiquement lorsqu'ils quittent les environnements protégés. Donc, oui, on a beaucoup d'entraînement, mais je te dirais qu'il y a aussi beaucoup de repos. Donc, c'est vraiment touché. Il faut vraiment là, évaluer là, après chaque environnement comment on va attaquer la prochaine semaine ou le prochain 2 semaines pour faire en sorte qu'on maximise leur école, le côté physique, le côté mental, puis après ça, arriver à avoir du succès sur la glace, là. Moi, j'aimerais savoir, parce que là, tu viens d'énumérer, puis c'est beaucoup de défis, puis tu regardes ça, là, c'est pas évident. Là. Puis je me rappelle mes années juniors, hein, c'est tellement des belles années. Hein? On a un beau, c'était des souvenirs, les amitiés, les expériences que tu vis là, tu passes d'un adolescent à un homme. Puis là, c'est assez particulier avec eux. Est-ce que dans ton approche d'entraîneur, quand tu as ton chapeau d'entraîneur, est-ce que c'est venu changer un petit peu ta façon de communiquer avec eux? Est-ce que tu as passé plus de temps à être le psychologue que l'entraîneur? Qu'est-ce que ça a changé pour toi quand tu as compris ce que les jeunes vivaient? Ben, tu sais, le côté entraîneur, je pense que
quand on fait une planification, là, hebdomadaire, même quotidienne, dans la planification de la journée, c'est vraiment d'être à l'affût de comment les jeunes se sentent. Puis j'ai jamais modifié des pratiques ou des semaines d'entraînement comme on le fait cette année. Il y a des journées qu'on dit OK, on va avoir une bonne pratique, on va pratiquer que ce soit des batailles 1 contre 1, un système de jeu défensif. Mais on arrivait et on disait Colin, les gars, ils n'ont pas d'énergie aujourd'hui. On parlait tantôt, Max m'a demandé de tes questions. Là, une des premières choses, mais c'est la culture à Gatineau. J'ai la chance d'avoir un gars comme Serge Haché qui a plus de 30 ans d'expérience. Ouais. Il a vraiment un bon feel de la chambre, puis il vient me voir et il me dit Louis, il me semble les gars sont fatigués aujourd'hui, puis on les sent amorphes, puis il y a eu le changement d'heure, puis ils n'ont pas beaucoup dormi. Puis c'est que là, on s'ajuste de ce côté-là. Mais en même temps, il ne faut pas tomber dans la complaisance puis juste dire, bon, ben c'est correct, ils sont fatigués, on donne off aujourd'hui. Non, il faut qu'il y ait une raison du pourquoi. C'est important de bien leur expliquer où est-ce qu'on se situe, puis c'est quoi le plan qu'on a en tête, justement, là, à travers les prochains jours. Puis si on a une décision à changer, c'est de leur laisser savoir. Puis il y a des journées qui étaient fatiguées, puis on a décidé de pratiquer puis d'avoir un bon entraînement quand même. Donc, tu sais, faut vraiment, là, c'est vraiment là, du cas par cas, mais je pense que la clé du succès là-dedans, c'est vraiment la communication avec tes joueurs, puis d'avoir un bon partenariat avec eux, parce que toutes les décisions qu'on prend, c'est pour faire en sorte qu'on maximise leur développement puis leur talent, là. Bien, il y a un côté positif à la COVID, c'est que tu n'as pas besoin d'appeler des pensions pour savoir si les joueurs sont là. Il y a un couvre-feu. Un couvre-feu de la santé publique, puis c'est pas toi qui vas les appeler, c'est la police. Alors ça, tu sais tes joueurs sont où. Deuxièmement, tu sais, Louis, pour avoir joué contre toi, on a joué dans les mêmes années junior. Tu jouais pour le Rocket, pas le Rocket de Laval, mais c'était le junior, c'était le Rocket de Montréal. Puis on s'amusait à se battre contre, moi et toi, parce qu'il y avait quand même une bonne rivalité, le Rocket contre les Olympiques. Moi, je voulais savoir, on a la même âge. On l'a vécu un peu à la dure. Le hockey était différent, le rôle d'un entraîneur. On a même des images à l'écran. C'est sûr qu'on... L'année à Pascal Leclerc, ça c'est oui. Je pense que c'est la game numéro 7. En 7, ben oui. Oui. Ça se finit en double prolongation. C'est toi qui avais marqué, Louis? Ben oui, on menait 1-0, il restait 7 minutes. On cherchait ce but-là justement avec Serge, puis vous aviez égalisé, puis après ça, vous aviez gagné en prolongation. Mais, tu sais, Pascal Leclerc a passé en trajectoire cette semaine, puis ça m'a rappelé ce match-là. Sans lui, je pense qu'on n'aurait pas pu y être. Puis vous voyez là, les gradets bien pleins, puis là, le fantôme en arrière de Pascal, là, c'est là que ça a commencé au centre. C'est ça, Gatineau. Mais tu sais, Max, l'histoire là, de l'organisation des Olympiques, c'est incroyable. Puis tantôt, tu étais là, tu nous as partagé que tu étais avec nous au repêchage. D'avoir des gars comme toi, d'avoir des Charlie Henry, des Alain Vigneault, des Claude Julien alentour de cette organisation-là, c'est tellement là, incroyable. Puis tu sais, les belles années du junior, puis nous, là, c'est vraiment le Canadien de Montréal de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Puis, comme tu en allais dire, là, je pense que les temps ont changé parce que dans ce temps-là, il y avait beaucoup de monde dans les arénas puis il y avait beaucoup d'animosité. Ah, ben, t'as raison. Puis, ma question, c'était que je voulais aller, là, c'était vraiment la différence d'un coach maintenant. Comment toi, tu t'es fait coacher, puis tes responsabilités d'entraîneur avec peut-être la nouvelle génération de joueurs. Mais tu sais, je pense qu'avant, on avait un entraîneur, il y avait une manière de fonctionner. Il y avait voici l'identité, voici ce qu'on s'attend de vous, et puis vous le faites, sinon vous débarquez. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus comme ça. Il y avait beaucoup d'animosité, là, des rivalités, d'émotions. Dans le temps, on se levait le matin, on avait hâte de lire Marc Lachapelle, là, justement, là, dans c'est vrai. voir s'il parlait de toi. Tandis qu'aujourd'hui, l'approche avec les joueurs est complètement différente. C'est vraiment un partenariat. Puis je pense qu'en tant que coach, c'est vraiment du one-on-one. C'est vraiment là, d'aller chercher le maximum de chaque joueur pour justement avoir du succès collectivement. Avant, c'était le succès collectif, l'identité. Ça, c'est non négociable. Après ça, tu embarques ou tu débarques. Tandis qu'aujourd'hui, c'est de partager à nos joueurs ce qu'on s'attend, de maximiser leur effort, leur talent, puis pour leur expliquer que s'ils font ça, ils se donnent une chance d'avoir du succès individuellement. Puis s'ils ont du succès individuellement, collectivement, on risque d'avoir une belle saison. Moi, je veux savoir, Louis, parce que là, tu parles de ton coaching, puis là, tu as évolué jusque-là. Mais si je recule un peu en arrière, là, moi, je recule en arrière, parce que tu es un gars qui avait, qui a brassé, qui a brassé de la soupe au niveau professionnel, une moyenne d'à peu près 4 minutes de pénalité par match toute ta carrière dans la Ligue américaine, mais tu as arrêté
t'as fini dans la Ligue américaine, puis immédiatement, tu es tombé entraîneur-chef au niveau junior 3A, assistant-entraîneur au niveau junior majeur. Est-ce que ça s'était préparé, ça? Est-ce que tu avais préparé ça dans tes dernières années? Est-ce que c'est arrivé tout d'un coup quand tu as décidé d'arrêter? Comment ça s'est dessiné pour toi de faire le saut au niveau de l'entraîneur? Tu sais, vous me connaissez, là, le style que je préconisais, c'était un style hargneux, un agitateur. J'ai jamais eu la... je me suis jamais pensé comme un tough. J'ai dû aller à la guerre, j'ai dû me présenter, puis je vous dirais que j'ai perdu beaucoup plus de combats que je n'ai gagné. Ceci dit, à un moment donné, tu arrives à la croisée des chemins, puis tu te poses la question, est-ce que je veux vraiment continuer à faire ça? Les jeunes arrivaient, étaient de plus en plus forts. J'arrivais à la fin vingtaine, puis j'avais mon garçon qui était aux États-Unis. Il habitait à Hershey, puis moi, je jouais à Albany dans le temps. Puis j'avais une école de hockey également à Châteauguay. Donc, j'avais vraiment découvert une passion pour le coaching. Puis avec ma conjointe, avec mes parents, on s'est assis, puis je m'en rappellerai, j'ai mangé une bonne volée contre Syracuse un soir, puis j'étais à l'hôpital, puis ma femme aujourd'hui, Amélie, m'avait dit « Veux-tu vraiment continuer avant qu'il arrive quelque chose de malheureux? » Puis j'aurais pu continuer quelques années à aller en Europe, mais j'ai vraiment décidé de me lancer dans ma passion, qui était d'enseigner aux jeunes, de les accompagner justement, puis de partager peut-être mon vécu. Puis, sachant ça, c'était important que je commence à la base, que j'aille apprendre, que j'aille voler de mes propres ailes. Puis, quand j'ai découvert que j'aimais vraiment ça, le coaching dans le Junior 3, j'ai eu l'opportunité avec Dominique Ricard. Il m'a appelé à fin du mois de novembre, il m'a dit « Est-ce que tu veux venir? Un de nos entraîneurs adjoints quitte. On aimerait ça t'avoir comme entraîneur adjoint. » Puis tout de suite, je savais qu'en m'en allant avec Mario Duhamel, avec Dominique Ricard, qui avait eu beaucoup de succès comme entraîneur et directeur gérant, ben je me plaçais dans une position où est-ce que j'allais à l'école. Puis j'ai passé 4 superbes saisons avec les Voltigeurs. On a été congédiés, moi et Martin Raymond. C'est là que j'ai découvert Martin. Puis après ça, tu sais, quand on parle de passion puis de support de la famille, le lendemain que j'ai été congédié, j'ai reçu l'appel des Foreurs de Val-d'Or. Puis j'ai dit à ma femme, j'ai dit, ben let's go, on pack les petits, puis on s'en va à Val-d'Or en plein mois de décembre, quand il fait, puis je vous dis, là, c'est pas la température de Fort Lauderdale ou de Tampa Bay. Là. Il faisait froid, puis il y avait beaucoup de neige. C'était de m'en aller là-bas et d'aller continuer à apprendre avec Mario Durocher. Puis j'ai eu par la suite l'opportunité d'aller à Victo. Tu sais, c'est en faisant les choses de la bonne façon. Je suis allé apprendre, ça m'a préparé là, pour mon défi à Victo. Et puis, tu sais, j'ai travaillé avec Hockey Canada à travers ce temps-là. Puis là, aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être le coach GM, probablement de la concession la plus prestigieuse de la Ligue canadienne. Tu allais, Louis, on parle que ça brime les joueurs, la COVID, c'est certain, ça brime aussi les entraîneurs, ça brime plein de milieux. Cette année, tu allais être entraîneur-chef de Linka, la Coupe Linka, qui est quand même un très gros accomplissement pour un entraîneur, là. Ça a été malheureusement cancellé. Parle-moi de ça, justement, ton rôle avec Hockey Canada. Tu as été assistant coach avec l'équipe des moins de 18 ans en 2015, moins de 16 ans en 2017-2018. Donc, parle-moi de l'importance de tout ça pour toi. On voit André Tourigny qui a signé 1 an avec l'équipe Canada aussi. C'est une fierté pour toi de faire partie de ce programme-là? Oui, bien, tu sais, c'est tellement quelque chose de gros. Tu sais, quand on est tout petit, on regarde les tournois là, dans le temps de Noël, puis on se dit, j'aimerais donc ça jouer. Puis, tu sais, coacher, c'est comme jouer, d'avoir la chance là, de te présenter au déjeuner d'équipe ou avec un polo, puis c'est le logo de Hockey Canada. Là, ça vient tellement me chercher. Hein? Oui, j'ai aujourd'hui, c'est mon chandail. Nice. Mais tu sais, c'est tellement quelque chose de gros. Puis, tu sais, j'ai eu la chance, là, j'ai fait les moins de 17 ans à 2 reprises, une autre fois comme entraîneur invité. J'ai eu la chance de côtoyer là, des gens là, de qualité. Tu sais, j'ai travaillé avec Joël, j'ai travaillé avec plusieurs bons coachs. On a eu des séminaires avec, tu sais, avec des Mike Babcock, des Lindy Ruff qui étaient là. Tu sais, on a côtoyé, puis on est allé à l'école. Puis, tu sais, j'ai voulu faire les étapes de la bonne façon. J'ai eu la chance de diriger en chef les moins de 17. J'ai eu les entraîneurs adjoints en Suisse là, avec les moins de 18. Puis là, d'avoir cette opportunité-là, quand Tom Rainey m'a appelé là, au mois de mars, puis m'a demandé de diriger l'équipe de notre pays, qui pour moi, c'est la seule temps avec les Olympiques où est-ce qu'on peut compter sur un alignement complet. Parce qu'au moins de 20 ans, souvent, tu vas avoir des superstars qui ne seront pas prêtés à l'équipe Canada Junior. Au moins de 17 ans, c'est 3 formations. Donc, il y a les Olympiques, que tout le monde est disponible, puis il y a le moins de 18 ans, le Ivan Linka, parce que c'est avant le début de la saison.
Donc, c'était quelque chose que j'étais très excité. J'avais tellement hâte. Puis j'avais vu André Tourigny, justement, quand on parle d'André qui a gravi les échelons. Il avait été souvent entraîneur adjoint moins de 20, moins de 18. Il avait coaché les moins de 17 ans. Mais quand il a gagné là, cette médaille d'or-là à Edmonton, là, au Linka Gretzky, ça l'a vraiment, je pense, mis un étampe sur sa carrière. Puis ça l'a vraiment dit, regardez-moi, André Tourigny, je suis un des meilleurs entraîneurs qui n'est pas dans la Ligue nationale. Puis là, aujourd'hui, on voit tout le succès qu'il a. Puis je suis tellement fier pour lui. Donc, veux pas, en tant que jeune entraîneur, tu vois un petit peu ta route, puis t'espères faire les mêmes choses à ta manière. Mais d'avoir eu cette opportunité-là, ça aurait été gros. Ça sera que partie remise. En même temps, là, on connaît la situation du COVID. Oui, bien, tu parles justement avec tellement de passion d'équipe Canada. Et là, prochainement, il y a les moins de 18 qui vont se produire pour tous les jeunes de moins de 18 ans au Canada. Et la Ligue junior majeure du Québec a pris la décision de retenir les meilleurs espoirs au Québec. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que toi, tu as les deux souliers un petit peu. Tu as l'entraîneur-chef et tu as aussi la passion pour l'équipe Canada. Qu'est-ce que tu en penses de cette décision-là? Mais tu sais, le tournoi, là, à la fin de l'année, il faut que vous sachiez que c'est les joueurs habituellement qui sont encore en séries éliminatoires ne participent pas à ce tournoi-là. C'est les joueurs qui sont éliminés ou qui n'ont pas fait les séries éliminatoires. C'est que ça, c'est la première des choses. Nous, quand je rendais crédit tantôt à M. Courteau et son groupe, nous, on a une saison. On a joué 30 matchs, on a des séries éliminatoires qui vont débuter. Puis je pense que c'est une excellente vitrine pour nos joueurs, justement, là, d'avoir du succès en séries éliminatoires. Puis on a un gars chez nous, un gars comme Zach Dean, Manix Landry, qui ont une saison extraordinaire, mais qui vont pouvoir parfaire leur choix ou bien où est-ce qu'ils vont être sélectionnés en ayant du succès en séries éliminatoires. Donc pour nous, ça faisait pas de sens de prêter nos joueurs quand l'équipe jouait. Tu sais, la Ligue de l'Ontario, la Ligue de l'Ouest ne savent même pas s'ils vont avoir des séries dans l'Ouest. Dans l'Ontario, c'est pas débuté. Je regarde des gars comme Clark qui jouent présentement en Europe, donc ça devient normal pour eux d'aller représenter leur pays au championnat mondial des moins de 18 ans. Mais pour nous, en ayant une saison, c'est pas différent des années précédentes. C'est juste que probablement les autres ligues vont avoir plus de joueurs puisqu'ils ne jouent pas. Mais pour nous, là, en tant qu'organisation, en tant qu'Olympique, c'est important d'avoir du succès en série, mais c'est aussi important que nos jeunes grandissent à travers ces séries éliminatoires-là parce qu'ils vont acquérir beaucoup d'expérience. Hey Louis, je saute là, dans un autre sujet parce que là, le temps file. Puis il y a un sujet, j'adore ça parce qu'avec Louis, on a la chance, on se parle des fois là, entre des matchs du Canadien, puis ici, puis parler hockey, développement, etc., ce qui se passe. Puis j'aime beaucoup avoir ton opinion sur l'actualité, ce qui se passe présentement. Parle-moi en termes de développement, comme entraîneur. Ce qu'on voit, là, on se ramène dans la situation du Canadien de Montréal. Cole Caulfield qui a complètement dominé au niveau universitaire, partout où il est passé, jusqu'à sa dernière année au niveau universitaire, signe son contrat, puis là, ça en vient faire le grand saut avec le Canadien. Avec l'organisation, dans le fond, que ce soit le Rocket ou le Canadien. Ton point de vue de directeur gérant, entraîneur d'un jeune joueur qui s'en vient, c'est quoi les choses à lesquelles tu veux faire attention pour être certain qu'il continue son bon développement? Et pas juste de dire, bon, qu'est-ce qu'il va faire maintenant, mais c'est sur le long terme pour lui. Ben, tu sais, Max, il a fait partie de l'organisation des Penguins de Pittsburgh, puis nous, à Washington, c'était un petit peu la même chose. Les jeunes joueurs devaient passer, à moins que ce soit un exceptionnel, un Sidney Crosby, un Connor McDavid, un Alex Ovechkin, de faire le saut immédiatement, d'aller parfaire ton jeu dans la Ligue américaine, d'aller apprendre c'est quoi être un pro. Tu sais, nous, quand on a gagné le Hershey, on a joué contre Max, là, justement, puis Marc-André Fleury à Wilkes-Barre. Mais Max, vous avez gagné la Coupe Stanley plus vite que Washington. Oui, c'est vrai, ça. Vous avez appris en perdant dans la Ligue américaine ce qu'il ne faut pas faire en série. Mais c'est important de ne pas brûler des étapes parce que ça va finir par te rattraper. Puis, tu sais, je regarde, tu sais, Max, Marc-André, quand il était à Wilkes-Barre, il était entouré de vétérans de qualité. Ils jouaient des minutes importantes. Ils ont joué des games importantes. Puis ils sont arrivés après ça, fin prêt dans la Ligue nationale, de dire « Je peux jouer avec confiance, je joue comme des hommes parce que la cédule. » L'encadrement au niveau professionnel, c'est une jungle de l'autre côté. Il n'y a plus de pension. Tu n'es plus dans un dortoir. Tu es un employé. Tu dois te présenter à l'aréna. Tu dois manger de la bonne façon. Puis il n'y a pas personne qui va te faire à manger, même si aujourd'hui, les joueurs ont des repas là, à l'aréna, peut-être le déjeuner puis le dîner. Mais ceci dit, la manière que tu vas te contrôler l'après-midi, ton repos, c'est des choses que tu dois apprendre, que tu dois faire, que tu dois faire des expériences pour bien te sentir. Puis après ça, il n'y a pas personne qui va avoir été dans la Ligue américaine, qui va avoir eu du succès, puis qui n'aura plus de succès dans la Ligue nationale.
C'est que de faire les choses de la bonne façon, moi, j'applaudis le Canadien de Montréal de dire, toi, tu t'en vas avec Joël, tu t'en vas avoir du succès à Laval, tu t'en vas grandir, tu vas vivre des embûches, mais après ça, on va t'accompagner. On a 3 ans, puis tu veux pas avoir une carrière d'1 an. Là. Tu veux jouer 10-15 ans dans la Ligue nationale. Donc, il n'y a pas de rush à t'amener ici. Là. C'est très, très bien expliqué. Écoute, je vais encore changer de sujet, là, mais il faut en parler. Tu l'as dit tantôt, tu as fait un peu ton chemin de carrière. Il y a eu beaucoup de bagarres. Ça n'a pas été facile. Maintenant, en tant qu'entraîneur, dans la nouvelle game de hockey aussi, ça l'a changé. C'est quoi ta vision des bagarres, que ce soit au côté junior ou dans la Ligue nationale? Ça s'en va où? Qu'est-ce que tu en penses? Ben, moi, je pense qu'on s'en va. Il n'y en aura plus. Puis c'est bien correct comme ça. En tant que père de famille, j'aimerais pas ça voir mon jeune me battre, se battre puis d'être blessé. Mais le hockey reste un sport de contact, un sport avec de l'émotion qui joue à très haute vitesse. Je pense que pour moi, la chose... oui, il y a les bagarres qu'on veut éliminer, mais je pense que c'est la chose la plus importante. Puis, la Ligue de hockey junior du Québec, la Ligue nationale, puis on l'a vu aujourd'hui, le Connor McDavid, il a été mis à l'amende pour son coup là, face à Kotkaniemi. On veut éviter les gestes, sans dire stupides, qu'on n'a pas besoin dans la game. Les coups à la tête. Il y a des mises en échec des fois par derrière où est-ce que le joueur offensif s'est mis dans une position vulnérable. C'est que ça, je pense qu'il y a une ligne qui est extrêmement mince, mais en même temps, lorsque tu peux contrôler tes émotions, contrôler les coups de coude, les mises en échec à la tête, c'est vraiment ça qu'on veut enrayer parce que la game est de plus en plus vite. Dans notre temps, écoute, on patinait pas. Il n'y avait pas personne qui patinait comme McDavid. Il y en avait peut-être une fois de temps en temps qui sortait, mais aujourd'hui, que tu sois un jeune de 3e ou 4e trio, les gars sont en forme, ils patinent, donc la game est encore plus vite. C'est que je pense que c'est important que l'enseignement au niveau atome puis oui bantam, l'approche au porteur, ce qui est permis, comment te protéger offensivement, je pense qu'elle est là la clé pour enrayer justement ces coups à la tête-là, mais moi je pense que c'est extrêmement bien de penser à la santé des joueurs. Quand tu parles de développement, tu as mentionné, là, tout le monde patine maintenant, tout le monde va vite. T'en as certains, là, hier on regardait le match du Canadien, il y en a qui c'est vraiment leur force, il y en a que c'est un peu plus difficile. Comment tu enseignes à tes gars à jouer rapidement? Parce qu'en anglais, on dit t'as quick puis t'as fast. Mais en français, t'as joué rapidement, c'est pas juste lié au coup de patin. Un gars qui a un coup de patin limité, mettons, comment tu l'aides à être capable d'embarquer dans une structure de jeu qui va jouer très rapidement? Moi, on dit souvent, mais pour les défenseurs, puis on en a parlé, Bruno, pendant le championnat mondial, je le dis toujours, je veux pas que tu sois un porteur de ballon, un running back. Je veux que tu sois un corps arrière. Moi, je suis un grand partisan des Patriotes de la Nouvelle-Angleterre. Puis Tom Brady, je pense qu'il n'a jamais couru plus que 5 verges là, dans une saison. Mais c'est important de distribuer la rondelle rapidement. Puis après ça, de te démarquer. C'est beaucoup de marquage-démarquage. On veut avoir la rondelle souvent, mais pas longtemps. Au lieu d'avoir la rondelle puis d'essayer d'en déjouer 3-4, je pense que les couvertures, il y a beaucoup de couvertures homme à homme, justement à cause que le jeu est tellement rapide. Donc, que ce soit là, avec en anglais, des scissors ou justement là, des permutations de position, je pense que c'est ça qui est le plus important. Puis c'est dur de comprendre parce que quand tu arrives au hockey junior ou au hockey professionnel, souvent les joueurs ont dominé dans les calibres inférieurs. Donc, eux autres, ils pensent que ça va être encore facile puis ils vont être capables de battre un joueur à 1 contre 1, mais que tu sois un 5-6e défenseur dans la Ligue nationale ou un premier, ça va être dur de le passer à 1 contre 1, mais c'est souvent avec l'aide d'un coéquipier. Puis quand on parle de jouer rapidement, mais c'est distribue ta rondelle, mets-toi dans l'espace libre justement pour la recevoir, peu importe c'est quoi le système. Puis ça va être des give and go. Puis c'est la même chose en transition. On veut pas ralentir le jeu, mais on va accélérer le jeu. Puis vous voyez les couvertures en zone neutre, il y a beaucoup de 1-3-1, de 1-1-3. Les équipes sont extrêmement passives. Il y a beaucoup d'équipes qui riaient de Guy quand il a commencé son 1-1. Puis j'ai des images en tête que des équipes arrêtaient puis se faisaient des passes. Hey, c'est le match Bruno contre moi. Moi, j'ai pour les Flyers, puis Bruno est avec le Lightning. Pour vrai? Chris Pronger avait la rondelle et c'était la Violette, notre entraîneur. Et Pronger avait arrêté aux lignes de ringuette avec son gant comme ça sur le côté, la rondelle devant lui, puis attendait que le joueur vienne mettre la pression. On a arrêté quoi? 20 secondes? 30 secondes? Personne ne bougeait sa patinoire. Tu bougeais sans mêler. Moi, j'étais là, je regardais Bruno, je regardais Guy Boucher, j'étais là, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Voyons donc!
Mais c'est quand même ironique aujourd'hui qu'on regarde des matchs des Capitals de Washington puis on voit Nicklas Backstrom arrêter à la ligne bleue puis qui préconise ce système de jeu-là. Donc, Guy a probablement été innovateur dans cette façon de faire-là puis justement de compacter la zone neutre pour justement amener les équipes à domper la rondelle. Puis je pense que toutes les équipes le font, là, en tout cas en grande majorité dans la Ligue nationale. Puis où est-ce que je m'en vais avec ça, c'est que si les équipes sont passives en zone neutre, on ne veut pas les laisser s'installer. Donc, quand on parle de contre-attaque, de transition, c'est important là, de bouger la rondelle rapidement parce que c'est là qu'on va amener des couvertures où est-ce qu'ils vont devenir un petit peu plus erratiques, puis il va y avoir des brèches dans leur défensive. Puis quand Dominique est arrivé là, avec les Canadiens de Montréal, je sais qu'il joue un 1-1-3 ou un 1-3-1 hybride, il l'appelle le squeeze, mais ceci dit, c'est arrivé là, dans des fins de match, puis je pense que c'est à Winnipeg, ils se sont fait prendre de ce côté-là. Donc, ça devient difficile à lire parce qu'il faut que tu réagisses, il faut que tu penses vite. Donc, tu sais, quand Bruno parlait de jouer rapidement, c'est justement pour contrer ce genre de stratégie-là. Là. Tu parles de penser vite. Une question que j'aime poser au coach. L'intelligence en hockey, pour toi, on parle de hockey IQ. Là, quand on analyse un joueur, lui, son hockey est très, très bon. C'est quoi pour toi? Puis est-ce que ça se pratique? Si oui, comment? Bien, c'est... est-ce que ça se pratique? Oui. Est-ce que c'est difficile? Je pense que oui, parce que c'est vraiment de répliquer dans les entraînements là, des situations de match. Puis on veut... un gars qui a du hockey sense, c'est qu'il va penser un jeu avant. Puis ça va-tu être de bien se placer défensivement? Comme ça, si son équipe perd la rondelle, il va être capable d'être un bon F3, d'anticiper la passe, de couper. Mais c'est également du côté offensif où est-ce que tu t'en vas en entrée de zone. On va donner un exemple, puis tu es un middle drive, puis tu reçois une passe en support. Est-ce que tu vois ton F3? Est-ce qu'il faut t'anticiper que ton F3 va être là? Mais avant de la mettre dans l'espace libre, de jeter un coup d'œil. Donc, c'est dans ta préparation avant de rentrer en zone offensive. Si j'ai la rondelle, c'est quoi je vais faire? Puis tu sais, au baseball, on a joué au baseball quand on était plus jeune, puis souvent le coach disait, si tu reçois la balle, c'est quoi tu vas faire? Tu vas lancer au 2, tu vas lancer au premier. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas enseigné dans notre temps, mais c'est d'amener nos jeunes à réfléchir puis à penser. Tu sais, c'est le fun, les habiletés, puis c'est le fun, les parents, ils payent des camps l'été de tourner alentour des comptes, de sauter par-dessus des hockey, de shooter des pucks sur des cibles. Mais en même temps, ces opportunités-là, là, dans un match, il faut que tu les crées. Ça vient du hockey sense. Donc, c'est d'amener nos joueurs, que ce soit en séance vidéo individuelle ou même dans les entraînements, c'est pas de valoriser le but, mais c'est de valoriser l'action puis d'amener le jeune quand il retourne dans la ligne. Puis on a la chance, nous, d'avoir 4 entraîneurs. Puis vous voyez, dans la Ligue nationale, il y en a de plus en plus des entraîneurs en arrière du banc ou même dans les estrades. C'est justement de pouvoir partager les options qui se présentaient aux joueurs pour que le coup suivant, si l'option A n'est pas là, c'est de prendre l'option B. Mais je pense que c'est des éduquer dans cette manière-là. C'est super intéressant. Puis, tu sais, Louis, on en a eu plusieurs conversations là-dessus. Puis quand tu parles de développement de ces affaires-là, je trouve ça exceptionnel. Mais avec le temps qui file, je veux amener un autre angle, encore une fois. Excellent show d'un autre angle en passant. Oui, un excellent. En fait, demain soir, là, c'était super. Ah oui, puis justement, Louis, on va se reparler pour ça d'un autre angle. Mais moi, je veux savoir, parce que là, je regardais tantôt, là, c'est assez impressionnant. Là, c'est 1759 minutes de pénalité en 440 matchs. Fait que c'est une moyenne d'à peu près 4. Fait que moi, je veux savoir, combien de fois tu avais des ententes avec l'officiel pour qu'il te donne un petit 10 pour booster la fiche? Mais un gars comme toi, en 2008-2009, tu t'es retrouvé à Cortina, en Italie. Puis tu sais, des fois, tu es habitué de certaines ligues qu'on connaît, mais ça joue au hockey partout à travers le monde. Fait que moi, je veux savoir une anecdote. Comment ça se passait en Italie, à Cortina, puis comment tu as fait pour avoir 104 minutes de pénalité en juste 16 matchs avec cette équipe-là? Bien, les ententes, c'était les équipes adverses qui disaient à l'arbitre, laisse-moi le poignet, puis tu rentreras plus tard, parce que j'aurais peut-être tapé ses nerfs un peu trop. Mais rendu en Europe, cette année-là, la Ligue de l'Italie, le gagnant de la Ligue allait rentrer dans la Ligue de l'Autriche. Donc, il y avait quand même du hockey relevé. Puis moi, j'étais à Cortina. Il y avait une bonne équipe à Bolzano, mais on avait quelques gars de la Ligue américaine. Peut-être que j'avais encore le mindset de la Ligue américaine. Je le sais pas trop. Mais je suis arrivé à mon premier match. Puis, tu sais, on parle d'anecdotes. En Italie, moi, en tout cas, en Amérique du Nord, je prenais pas d'expresso. Puis là-bas, je suis arrivé dans la chambre. Puis les Italiens aiment beaucoup ça. Puis, il y avait seulement des petits cups pour faire du café. Puis là, je m'en rappelle, j'ai demandé à Mike Souza, j'ai dit, sont où les verres à café? Puis il dit, bien, c'est ça, Louis. Mais là, je l'ai laissé dans sa préparation. J'étais allé chercher un verre de Gatorade. Puis là, ça sortait juste en petite dose.
Mais des Gatorade. Donc, quand je suis embarqué sur la glace avec les 10-12 expressos en arrière de la cravate, disons que j'avais beaucoup d'énergie. Peut-être que de fil en aiguille, en pensant que c'était encore du hockey nord-américain, j'ai peut-être fait des choses que j'aurais peut-être pas dû, mais j'avais une manière de jouer. Je jouais avec passion, un petit peu comme vous deux, puis avec moins de talent. Puis je suis arrivé en Italie, puis disons qu'ils m'ont baptisé Rocky Tie là-bas à Cortina. C'était pas Rocky Tie, j'avais jamais vu ça, une bataille ou glace. C'était des beaux moments. J'ai passé une belle demi-saison, puis je suis revenu par la suite. Hey, l'espresso et le dos large, hein? Faites ça sans faute de l'espresso. J'adore, Louis. Écoute, on prendra pas plus de ton temps. On sait que tu es à Sherbrooke, tu rentres dans une bulle, tu as 2 matchs en 2 jours à partir de demain. Bonne chance pour ça, bonne chance pour les séries éliminatoires. Go Olympique, go! Puis merci d'avoir pris ton temps. C'était vraiment, vraiment intéressant, Louis. Eh bien, merci à vous. Puis, Max, tu es un ambassadeur pour nous. Merci de nous avoir reçu un Olympique à vie, capitaine, qui a gagné des coupes. Donc, toujours un plaisir de te parler. Puis, continue votre bon travail, Bruno. Good job. Puis, s'il y a quoi que ce soit, on se reparle bientôt, les gars. C'est sûr qu'on se reparle bientôt, mon Louis. C'est gentil, Louis. Salut, là. Merci. Les Olympiques de Gatineau. Quel honneur ce fut de porter ce chandail-là. C'était écœurant. Ouais. C'est vraiment, puis... Et les Olympiques de Hull, tu as fait toute l'année pont entre les Olympiques de Hull et les Olympiques de Gatineau. Exact. Et vraiment, Louis a la chance de, pas relever cette équipe-là, mais il est dans une belle génération, je trouve, parce que là, l'Arena arrive l'an prochain. L'Arena Slush Poppy, un complexe, comme l'a dit, de 100 millions de dollars. Donc, le hockey dans l'Outaouais est en train de revivre, ce qui est très, très fort, là, que ce soit le programme de l'Intrépide et tout. Mais moi, j'ai vécu des années. Tu l'as dit, le junior, là, Bruno, là, ça change des vies. Ça fait partie de notre histoire de 16 à 19 ans. Là. 16 à 20 ans, tu t'en vas là-bas, puis tu vis des expériences. Et c'est ça qui est triste de la COVID un petit peu, là, qui ne peut pas le savourer autant, mais tu vis des expériences extraordinaires. Et je salue Benoît Groux. J'aimerais ça y jaser peut-être à Max et Bruno parce qu'il a vraiment été une grande influence dans ma carrière et dans ma vie d'homme. D'homme. C'est-tu bien dit, ça? C'est très bien dit. C'était même touchant. Bravo à Benoît. Mais moi, j'aime ça voir ça parce que là, tu sais, on a côtoyé André Tourigny. Hein, quand il est rendu, tu as parlé du contrat avec Équipe Canada. C'est fun parce que là, tu as Louis, contre qui on a joué. Puis, j'aurais pas pensé que c'était un gars qui avait l'œil aussi perfectionné là, des détails pour analyser un match. Quand il était sur la glace, puis il nous criait après, puis il donnait des coups de bâton, puis il croche-checkait dans le... Tu sais, il jouait tellement intense, tellement dur. Puis là, qui a fait le switch, dans le fond, et là, tout ce qui l'amène. Puis c'est arrivé plusieurs fois cette année qu'après un match, puis on s'envoie des textes même pendant le match, puis si, as-tu vu ça? Puis là, il m'envoie des clips, des vidéos. Tu sais, tu parles d'un gars passionné de ça, puis du détail, puis du développement, puis etc. Fait que là, de voir son cheminement qui a fait des moins 17, là, c'était le moins 18, ça n'arrive pas tout de suite, c'est dommage à cause de la COVID, mais c'en est un Québécois qui est en train de s'installer sur la scène canadienne, mais la scène internationale. Au niveau des entraîneurs, c'est le fun. C'est le fun de suivre son parcours maintenant d'entraîneur. Là. Vraiment, vraiment. Donc, bon succès aux Olympiques. Oui. Merci d'avoir été là. On remercie Louis Robitaille et ça a été super intéressant, Bruno. J'ai déjà hâte à la semaine prochaine. Ouf, moi aussi, je sais pas, je vais regarder à dormir. Je suis excité. Là. Pendant une semaine.